Je suis Anne Pioz, psychothérapeute, et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir, et aujourd'hui je suis ravie de recevoir Clémence Massé-Moisan qui est psychomotricienne. Nous nous connaissons avec Clémence depuis un certain temps, on va dire, pour ne pas se saper le moral, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça fait plusieurs années que nous nous connaissons et nous nous sommes rencontrés au travers de suivis communs. Et j'ai voulu te faire venir aujourd'hui parce que lorsque j'ai participé et écouté les interventions du sommet sur le thème de la boulimie et des TCA du mois de février, premier sommet en ligne sur le sujet dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises sur le podcast, j'ai entendu l'intervention de deux psychomotriciennes qui venaient parler de l'accompagnement des personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire. Et je me suis dit à ce moment-là, mais oui, effectivement, la psychomotricité a toute sa place dans ces suivis-là et même bien au-delà, on va en parler ensemble. Et je t'ai contacté pour que tu viennes et vraiment merci énormément d'avoir répondu présente à cette invitation, à Clémence. Et donc, je vais te laisser te présenter si tu le veux bien. Oui, volontiers. Donc bonjour, effectivement, je suis psychomotricienne travaillant à la fois en libéral et à la fois en institution. En institution, plutôt du côté de la prise en charge de l'aide aux enfants, oui, parfois aux adolescents et jeunes adultes, mais dans des situations de handicap mentaux en général. Oui. Et puis en libéral, auprès d'un public assez différent, prioritairement auprès des enfants, mais régulièrement, et pour mon plaisir aussi, puisque j'apprécie assez, auprès des adolescents et des jeunes adultes, et parfois des adultes aussi d'un certain âge, puisque la psychomotricité finalement peut s'adresser à tous les âges de la vie. Oui, mais est-ce que du coup, tu pourrais nous dire ce qu'est la psychomotricité d'une manière un peu synthétique pour les personnes qui nous écoutent et qui ne seraient pas familières de cette discipline? Oui. Alors, la psychomotricité, déjà, c'est une profession paramédicale. Oui. Donc ça s'inscrit dans un cadre particulier, puisque du coup, dans ce cadre-là, nous sommes considérés comme des auxiliaires médicaux et donc nous travaillons sur prescription médicale. Oui. Donc ça, c'est un point important, particulièrement dans notre pratique libérale, puisque en institution, la prescription se fait un petit peu de façon naturelle, c'est-à-dire à travers des échanges avec les collègues, notamment médecins, qui nous envoient les personnes ayant des besoins spécifiques relevant de la psychomotricité. Donc en libéral, il y a toujours besoin d'une prescription médicale qu'on demande parfois dans un second temps si la personne a été envoyée ou pour laquelle l'idée de la psychomotricité a été transmise par un conseil d'une autre profession ou même dans le cadre personnel, d'une connaissance ou amicale ou autre. Donc du coup, ça c'est un point important pour expliquer un petit peu notre cadre de travail. Ensuite, la psychomotricité dans le contenu et dans ce qu'elle peut apporter. En fait, on s'intéresse forcément à des difficultés ou des souffrances que la personne peut rencontrer et qui va s'exprimer d'une façon corporelle, toujours, et pour lequel il peut être intéressant qu'on propose quelque chose en termes d'accompagnement, puisque notre façon, nous, d'accompagner quelqu'un sera forcément à travers une médiation corporelle. Donc ça, c'est vraiment la définition rapide, mais finalement qui dit tout. La médiation corporelle, c'est notre façon d'intervenir et d'accompagner la personne. Mais après, quand on a dit ça, ça peut vouloir dire des tas de choses. Mais oui, c'est la très médiation vaste. corporelle, c'est très vaste. Et oui, complètement. Les deux grands outils qu'on a à disposition, c'est le bilan psychomoteur,
Oui. Donc ça, peut-être je pourrais développer après. Et puis ensuite, il y a tout notre sac à outils, notre besace, dans lequel on a des tas et des tas d'outils, dans lequel on peut piocher. Et en fait, toujours, moi j'ai envie de dire toujours, même chez les plus petits, dans lequel on va piocher avec la personne qu'on accueille, en fait. Oui, c'est ça. C'est vraiment adapté à chaque personne, à chaque séance, en partant du bilan finalement qui donne un point de départ, c'est ça, et qui permet un projet finalement dans l'accompagnement des personnes. Alors oui et non, le bilan, dans la mesure où, de mon point de vue, le bilan, il est en première instance si c'est possible, si ça a un intérêt, et il peut parfois arriver dans un second temps. D'accord, ok. D'ailleurs, au sujet de la raison de notre rencontre aujourd'hui, donc du coup les troubles alimentaires, ça me fait penser à la façon dont j'ai essayé de préparer notre entretien et au fait que je me suis inspirée d'un site qui s'appelle Psychomote Maison, qui m'a beaucoup intéressée puisque l'article qui a été développé avec la rencontre donc d'une autre psychomotricienne apparemment qui s'appelle Elodie, qui m'a beaucoup inspirée, donc je voulais le dire. Oui, voilà. Mais d'ailleurs on en parlait ensemble juste avant d'enregistrer, nous mettrons le lien dans la description de l'épisode de cet article-là si certains ou certaines de vous ont envie d'aller voir aussi les références dont tu vas parler là. Voilà, parce qu'effectivement c'est quelque chose que je trouve important de préciser, que ce bilan, il est intéressant à partir du moment où c'est possible. En première instance, c'est dans le début de la rencontre avec la personne qui vient. Mais parfois, ce bilan, il est intéressant dans un second temps, au moment où on a fait connaissance et où la personne qui vient est suffisamment en confiance pour passer cette étape de bilan. Mais oui, tout à fait, puisque dans le cadre de ta pratique comme dans la mienne, il y a déjà une rencontre qui se fait en fait, et une relation qui se crée avec la personne que nous allons accompagner. Donc oui, effectivement, si de but en blanc, on est dans du bilan et sans avoir pris le temps de se rencontrer un petit peu. Je comprends. Alors pour aller effectivement plus précisément dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, donc les troubles du comportement alimentaire et en particulier, mais tu vas nous le préciser, le rapport à l'image corporelle du coup, à quel moment la psychomotricité vient apporter un soutien, une aide, va pouvoir soutenir le processus de la personne. Déjà, le travail en psychomotricité et les séances, du coup, du fait de leur régularité déjà, mais ça c'est valable pour toute aide, tout accompagnement, mais c'est ce côté régularité et ce cadre de jour et d'horaire qui est réservé à la personne. Rien que ça, ce cadre, et ensuite les médiations corporelles évidemment, mais tout ça crée finalement un cocon où on vient avec ce qu'on est, avec ses forces et ses faiblesses, et on vient poser tout ça. Et on se déconnecte un petit peu à ce moment-là de l'espace-temps habituel du quotidien et puis de notre réalité objective mais aussi subjective. On arrive avec tout ça et en même temps dans un moment où... comme un temps de pause, je dirais, un temps de pause, comme ça. D'où, je reviens à ce que tu disais juste avant, l'importance de créer cette relation où la personne va se sentir dans ce cocon, du coup. Et puis de créer un moment où effectivement on est dans cette rencontre de confiance, et puis dans un présent, où on peut déconnecter de son passé, mais de tout ce qu'on a en tête, ou même les schémas qu'on peut avoir en tête sur soi-même, notamment puisqu'on vient souvent, parce qu'on a une problématique de rapport avec soi-même. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler de les personnes donc, qui souffrent de troubles du comportement alimentaire ou d'une relation troublée au corps, à l'image corporelle? Est-ce qu'il y aurait... alors, en même temps, en formulant la question, je me dis que voilà, on va voir. Est-ce qu'il y aurait comme un peu un type de personne, ou un type de problématique, où elles arrivent avec quoi? Elles arrivent avec une problématique corporelle. Quand il s'agit des personnes qui présentent des troubles du comportement alimentaire, il s'agit forcément d'une souffrance psychique, parfois aussi corporelle, d'un état corporel particulier qui va dans le sens contraire pas seulement d'une bonne santé, mais aussi d'un bien-être. Et du coup, cet espace-là propose des nouvelles expériences corporelles, souvent, dans l'instant,
qui ne cherche rien de particulier au moment où ça se fait. Alors, même si le psychomotricien a effectivement des objectifs en tête ou des idées en tête sur la façon dont telle ou telle médiation pourrait aider ou ce qu'il pourrait apporter, mais c'est proposé de façon à ce qu'il s'agisse d'une nouvelle expérience, sans forcément valeur d'activité magique qui pourrait résoudre une difficulté comme ça d'une façon tellement spontanée presque, enfin cause-conséquence. Enfin, c'est vraiment l'idée, c'est de proposer des nouvelles expériences corporelles qui soient différentes et qui du coup ouvrent la porte à quelque chose de différent. Tu aurais des exemples pour qu'on puisse un petit peu se représenter dans ces expériences? Alors, je vais essayer parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de construire les médiations et les activités avec la personne. Oui. Donc, ça va être aussi par rapport à ce vers quoi elle va aller dans les premières propositions qu'on va pouvoir lui faire. C'est-à-dire l'intention qu'elle a, c'est ça? Oui, on part forcément de ce que la personne va pouvoir énoncer, de ce qui la fait souffrir le plus et ce qui la gêne le plus dans les difficultés qui l'amènent jusqu'à nous. Oui. Et à partir de là, on va aussi lui proposer des choses à partir des médiations qu'elle connaît déjà, éventuellement, et ce qui lui plaît, ce qu'elle aimerait à nouveau tenter dans les expériences de médiation corporelle qu'elle connaît, ou alors des choses nouvelles qui l'appellent si jamais on lui propose. Oui, et je te demandais ça parce que quand on parle de médiation corporelle, ça peut être très flou. Qu'est-ce que c'est concrètement, qu'est-ce qui se passe? Oui, il peut s'agir de choses assez dynamiques comme des parcours moteurs, tout bêtement, par exemple, qui vont faire appel à du déplacement dans la pièce, des jeux d'équilibre, dans le marché plus ou moins rapide, plus ou moins lent, le fait de courir, le fait de se déplacer d'une façon différente de d'habitude. Parce que, en fait, la médiation, ça peut être aussi très ludique. C'est-à-dire, ça peut ouvrir un espace ludique. Donc, on peut s'imaginer se mettre à dire, tiens, je vais me déplacer en pas chassé, par exemple. C'est un espace aussi qui fait appel à quelque chose de l'ordre de l'amusement, parfois. Et quand il s'agit de l'amusement, ça peut être faire appel à notre enfant intérieur aussi, quelque chose comme ça de très joyeux, et puis qui effectivement parfois vraiment se déconnecte vraiment du quotidien ou des choses dans lesquelles on se représente soi-même, aller chercher aussi dans ses propres ressources et parfois aussi l'enfant qu'on sait être encore. Voilà. Oui, est-ce que là c'est une intention de reconnecter aux sensations du corps, en fait, de ressentir le corps? Tout à fait. Ce sont des expériences corporelles qui permettent de ressentir le corps d'une façon habituelle, mais aussi de façon différente et nouvelle potentiellement. C'est ça. Moi, dans les personnes que j'accompagne régulièrement, il y a ce fait que les sensations corporelles ont été tellement niées, alors en lien avec la faim qui est niée, par exemple, ou la satiété qui n'est plus ressentie. Et du coup, ça va tendre dans cet objectif-là d'aller reconnecter finalement, remettre la sensation en présence, enfin, tout à fait, quelque chose comme ça. Oui. La sensation en présence, exactement, c'est tout à fait ça. Et du coup, les médiations peuvent être finalement très variées. C'est ça qui est intéressant. Parce que ça peut être des choses dynamiques, mais il peut s'agir aussi de temps plus statiques, si ça correspond à la personne, comme des exercices ou des activités de relaxation. Des choses qui peuvent permettre à la personne de se poser au niveau corporel, de ne pas forcément être en mouvement. Quand on parle de relaxation, on parle aussi d'un panel d'activités qui peut être très varié, parce que on parle de relaxation, ça peut être de façon allongée, mais de façon assise aussi. Ça peut être même debout. Oui, comme la méditation de pleine conscience. Exactement. Oui. L'idée, c'est de trouver des nouvelles sensations, mais aussi un nouveau rapport avec ce qu'on est peut-être plus réellement dans son corps. C'est-à-dire ? Si l'image du corps qu'on a de soi-même est perturbée, pour une raison ou une autre, on pense forcément à ces troubles du comportement alimentaire qui perturbent énormément l'image de soi en général.
ça peut permettre ces expériences-là d'avoir une opportunité de se percevoir autrement aussi dans l'image du corps. Alors, l'image du corps, c'est pas uniquement la sensation, c'est aussi comment je me perçois indépendamment de mes sensations. L'image que je peux avoir dans le miroir, forcément. Exact. Et qui, on en parlait là aussi juste avant d'enregistrer, peut être très très difficile et déformé, oui, on va dire ça comme ça, dans les troubles du comportement alimentaire, mais pas que, en fait, cette perception de notre image corporelle. Alors, on ne va pas dire que ça touche tout le monde, mais je pense beaucoup plus largement, en fait, les personnes que les personnes souffrant d'un trouble, en fait. Et là aussi, est-ce que tu aurais des exemples de médiation que tu proposes, d'expériences que tu proposes pour travailler sur cette image ? Alors, en fonction de ce qui est possible et de quelque chose qui doit rester toujours agréable, intéressant. Mais oui, parce que c'est quand même, je te coupe, mais de ce que je peux expérimenter avec les personnes que j'accompagne, c'est tellement sensible à cet endroit-là. C'est tellement délicat d'aller travailler cette question-là. Moi, de mon point de vue, en tout cas, quand on parle de l'image du corps et l'image qu'on a de soi-même, cette étape, elle doit arriver en deuxième temps. C'est-à-dire que d'abord, il peut être intéressant d'aller connecter des nouvelles sensations différentes, agréables, curieuses, mais plutôt dans le sens de l'amusement ou de l'intérêt qu'on peut en avoir, mais quelque chose toujours de tranquille et d'agréable. Et ensuite, dans un deuxième temps, éventuellement aborder cette histoire d'image du corps et d'image de soi en général. Alors, ça peut se travailler de différentes façons. Ça peut être s'intéresser à quelque chose de très contenant, par exemple, de s'amuser à prendre un drap ou une couverture et de s'entourer entièrement. Et puis de voir quelle est la taille de la couverture qui pourrait convenir au fait de s'entourer complètement, par exemple. Mais d'une façon très tranquille et au moment où la personne le demande. Il s'agit de proposer des choses et de le mettre à disposition. De façon à ce que la personne, à un moment, puisse énoncer qu'elle peut aller vers ça. C'est ça, qu'elle se sent prête, en fait, à expérimenter ça. Voilà. Et oui. Alors, effectivement, forcément, en tant que professionnel, on est là pour accompagner ce cheminement et faire un pont entre quelque chose qui peut éventuellement paraître difficile, mais nous, on est là en tant que pont, entre guillemets, pour accompagner la personne et lui dire que ce pont, il est là et que l'étape est franchissable à un moment ou à un autre. Et oui, et on en revient à ce que tu disais au début, de cette relation de confiance, ce cocon, en fait, que tu construis déjà avant tout, et où là, parce que ce sont des expériences tellement délicates à faire. Moi, j'étais avec un exemple, alors je ne sais plus si c'est toi qui me l'as donné ou si je l'ai entendu dans cette fameuse intervention, de par exemple dessiner l'image corporelle sur le sol. Ou de prendre de la laine pour faire le tour du poignet, par exemple, et que la personne disent moi je pense que ça va être ça le tour de mon poignet et puis après on le fait dans le réel en fait et on de compare, voir le gap qu'il peut y avoir entre les deux. Ça c'est une expérience intéressante. Mais je me dis que ça peut être extrêmement déstabilisant pour une personne qui ferait ça quand elle n'est pas prête, et c'est pour ça que j'en reviens à ce que tu disais de ce pont en fait, d'être là en tant que professionnel pour mettre une palette en fait d'expériences et puis d'aider la personne à sentir le moment où elle est prête finalement à expérimenter ça. C'est-à-dire que la personne dans cet espace-là reprend un peu son pouvoir quelque part. Exact. Dans l'article sur ce blog Psychomote Maison, la psychomotricienne évoque effectivement le fait qu'on parle souvent de lâcher prise dans un travail et que finalement cette idée peut être angoissante. Forcément, très angoissante. Et finalement, le travail n'est pas forcément de l'ordre du lâcher-prise, quand on y pense, mais plutôt dans l'idée d'une prise en main. C'est pour ça que je parlais d'une reprise de pouvoir. Et au contraire, c'est plutôt l'idée de devenir acteur et de se rendre compte qu'on a une richesse importante en termes de ressources intérieures. Et c'est un espace qui permet d'explorer ces ressources intérieures et ces forces
force sur lequel on peut s'appuyer pour avancer et sortir de ces troubles trop massifs. Et oui, de faire émerger en fait ces ressources-là qui sont là en fait, mais sauf qu'il n'y a plus de contact ou il y en a peut-être même jamais eu avec ces ressources-là. Ah oui, j'aime beaucoup cette vision des choses aussi. Tu t'en doutes, hein. Oui. Et oui, ça me fait penser, tu sais, quand on dit t'as qu'à lâcher prise, ou faut surtout dans des troubles où c'est aussi le trouble du contrôle en fait, que ce soit dans on en parle souvent pour l'anorexie, mais dans la boulimie c'est pareil, dans l'hyperphagie on se dit, la personne qui souffre d'hyperphagie se dit je manque de contrôle, alors que nous le savons ici, pour celles et ceux qui écoutent le podcast, qu'il ne s'agit bien sûr pas de ça, ou même plus largement dans la relation troublée avec l'alimentation, on s'imagine qu'il faut reprendre du contrôle en fait, ou qu'il faut lâcher, contrôler, lâcher, on est dans ce blanc ou noir en fait tout le temps, et que nous sommes là aussi pour travailler avec les personnes que nous accompagnons, pour travailler sur la flexibilité en fait, mais où justement quand tu dis devenir acteur, actrice en fait de ça, reprendre les rênes, reprendre le pouvoir, c'est pas une histoire de contrôle en fait. C'est ça. De sentir que effectivement, on est acteur de son propre parcours. Même dans ce cheminement de sortie d'une maladie. Mais oui. Après, les médiations corporelles qu'on peut proposer, ça peut être aussi des choses autour du rythme, de la musique, si c'est quelque chose qui parle à la personne, de danse éventuellement aussi, de mouvements de gym douce, ou même de peinture, de travailler de la peinture en étant debout, en peignant sur un mur par exemple, ou sur une feuille accrochée à un mur, ou des choses comme ça qui vont aller vers du mouvement, mais du mouvement avec un support qui va permettre aussi d'être dans une activité qui met un peu à distance aussi le rapport au corps. On n'est pas forcément obligé d'être dans une activité qui va nous confronter systématiquement à l'image. À notre image, à notre corps, à nos sensations. Il s'agit aussi de trouver des choses qui font tiers. Donc le dessin, ça peut être une idée, la peinture, la musique, ça peut être aussi une médiation qui fait tiers et qui apaise aussi, mais qui nous met en mouvement et qui nous met dans une expérience différente et enrichissante dans ces sensations toujours corporelles. C'est ça. Et vraiment en lien, tu vois, là, j'étais dans la démarche thérapeutique d'alimentation intuitive, on a un principe autour du respect du corps, respecter son corps, où on va vraiment dans ce corps qui est là pour nous accompagner dans toutes les fonctions qu'il a, dans toutes les possibilités qu'il nous offre, et qui sont bien au-delà de l'image esthétique. Et du coup, j'étais vraiment avec ça, là, en t'entendant, reconnecter aux possibilités du mouvement. En alimentation intuitive, on parle aussi du mouvement bienveillant, en fait, qui va être dans l'intention, en remettant le corps en mouvement, d'en prendre soin, de lui redonner de la mobilité, par exemple, etc. Donc j'entends qu'on est vraiment aussi en lien avec ces deux principes-là de la démarche d'alimentation intuitive, et de voir le corps comme fonctionnel. C'est aussi cette intention-là, pour rester focalisé sur l'image, finalement, qu'on a de lui. Oui, de l'image, et puis effectivement, comme tu disais, ce côté fonctionnel, mais dans autre chose que quelque chose de nécessaire. De pouvoir utiliser son corps et son mouvement et ses sensations dans quelque chose qui produit une expérience dans l'instant et qui n'a pas d'autre fonction finalement que d'être à ce moment-là dans l'instant, dans ce qu'on est en train de faire. Et en y prenant, en tout cas, j'allais dire du plaisir, mais dans une certaine mesure, au moins en termes de curiosité et de découverte de quelque chose de différent. Voilà. C'est ça. Mais oui, tu vois, quand je t'entends dire ça, je me dis... je ne sais pas comment le dire autrement, en fait. Oui, en fait, il y a pas une intention de je sais pas, productivité, ou de faire quelque chose d'utile, ou le corps tel qu'il est, en fait, dans le moment, dans les sensations, dans ce qui me permet là tout de suite de faire. Oui, c'est merveilleux. C'est-à-dire que tout le monde, d'ailleurs,
peut bénéficier de ce genre d'espace. Et nous-mêmes, parfois, on est pris dans les choses à faire et les choses urgentes. Et finalement, ce rapport au présent et à l'instant, on le sait pourtant, mais tellement nourrissant. Bien sûr. Et bien souvent sûr. Beaucoup de mal à y retourner. Ouais. Et alors là, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure de la prescription médicale, en fait, pour venir travailler en psychomotricité. Lorsque, par exemple, une personne qui nous écouterait là et qui souffrirait d'une relation difficile avec l'image corporelle, souvent en lien avec une relation troublée avec l'alimentation, mais peut-être plus largement, et qu'elle se dit, tiens, mais moi, ça pourrait m'aider, en fait, ce travail en psychomotricité pour venir recontacter tout ça. Si elle va voir son médecin, mais qu'est-ce qu'il va dire, quoi ? Parce qu'il n'y a pas un trouble, là, il n'y a pas une pathologie, il n'y a pas... tu vois, comment ça se passe, du coup, au niveau prescription médicale ? Là. Sachant, alors juste pour faire une parenthèse peut-être importante, que de toute façon les séances de psychomotricité ne sont pas prises en charge au niveau de l'assurance maladie, contrairement à d'autres prescriptions de kiné par exemple ou d'orthophonie, où là la prescription médicale est nécessaire aussi pour qu'il y ait un remboursement ensuite des séances. Là on est comme dans le champ de la psychothérapie malheureusement, en tout cas encore aujourd'hui, pas remboursé. Bon, certaines mutuelles, j'imagine aussi, peut-être, prennent en charge. Oui, certaines, c'est encore rare, malheureusement. Mais dans le cadre de la profession, il y a l'obligation d'une prescription par un médecin. Tout à fait. Ce qui fait que moi, je peux pas comme ça venir voir Clémence pour dire j'aimerais bien faire des séances. Donc alors, voilà, comment on fait? Il est quand même fait possible de faire une demande spéciale auprès du médecin conseil de la sécurité sociale en cas de maladie spécifique reconnue par la sécurité sociale. Alors, il s'avère que ça reste l'accord de la sécurité sociale pour prendre en charge au moins une partie du suivi reste rare, mais en tout cas, ça existe quand même. Ah oui, c'est bon à préciser, tu vois, je ne savais pas ça. Même si ça reste rare, mais c'est quand même possible. Mais du coup, voilà. Alors du coup, la prescription médicale, elle peut être motivée par des troubles corporels. Donc du coup, trouble corporel, c'est le trouble des fonctions biologiques. Ça peut être des fonctions mécaniques aussi. Il peut nous arriver de recevoir des personnes qui souffrent alors des troubles des comportements alimentaires, mais aussi d'inhibition forte, par exemple, différentes sortes d'inhibitions, mais qui peuvent troubler en fait le rapport au quotidien, à son autonomie, et puis le rapport à la socialisation en général, le rapport à l'autre. Et en fait, si par exemple mon rapport à mon corps est tellement difficile que je n'ose plus aller rencontrer des personnes, ou je n'ose plus ce genre de phobie, effectivement. Oui, voilà. Pour être, tu vois, prendre un exemple concret, si moi, Anne, je souffre de mon image corporelle, il faut quand même que ça aille à un point assez loin pour que mon médecin me prescrive les séances. Ou est-ce que si je lui dis, c'est vraiment difficile pour moi, par exemple, dès que je passe devant un miroir, ça provoque une souffrance psychique, je n'ose pas me mettre en maillot de bain, c'est trop difficile, mon corps me dégoûte, tu vois, parce que je peux entendre ça aussi, mon corps, je le trouve dégoûtant. Ça peut être tout à fait une raison suffisante pour venir voir un psychomotricien ou une psychomotricienne, en sachant que les médecins, souvent, à partir du moment où il ne s'agit pas d'un soin qui est remboursé par la sécurité sociale, les médecins sont souvent assez ouverts à l'idée de la psychomotricité. Alors, ils connaissent plus du côté des enfants, mais de mon expérience, ils sont toujours assez ouverts à l'idée de faire une prescription médicale si la personne, en plus, qui plus est adulte, demande une prescription pour un soin psychomoteur. Et du coup, parce que je vois aussi qu'on va bientôt se quitter, donc ça passe tellement vite. L'intervention de la psychomotricité
tu la situerais à partir d'où dans ce que moi j'appelle ce spectre de la relation troublée à l'alimentation jusqu'aux troubles du comportement alimentaire. Est-ce que c'est possible de définir ça? À partir de quel moment la personne peut se dire oui, ce serait bon pour moi d'aller travailler en psychomotricité? À partir du moment où ce qu'elle vit, peu importe effectivement l'intensité, la fait souffrir, tout simplement. Et à partir du moment où elle est dans une démarche où elle cherche à trouver des solutions pour son mieux-être, que ce soit psychique, émotionnel ou corporel, parce que tout est lié. Donc la démarche est vraiment de se dire là j'ai vraiment besoin d'aide. Et l'idée de passer par des expériences corporelle et à médiation corporelle m'appelle et je me verrais bien faire ce genre d'expérience, en tout cas de la tenter. Alors, avant qu'on commence à enregistrer, là aussi, tu me parlais aussi de l'importance du suivi en équipe, du suivi pluridisciplinaire, d'autant plus dans des troubles du comportement alimentaire diagnostiqués. Donc, qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec nous là-dessus, dans ton expérience? Oui, effectivement, je te disais tout à l'heure qu'il était important, surtout si on vient consulter un psychomotricien dans le cadre du libéral, il était important d'être accompagné de façon pluridisciplinaire et qu'un travail au niveau corporel ne se faisait jamais, de mon point de vue, sans d'autres soutiens, à savoir un soutien médical et un suivi médical régulier et un soutien psychologique aussi. De mon expérience, en tout cas, pour avoir suivi quelques personnes adultes qui ont fait la démarche de solliciter un psychomotricien pour un suivi, il y avait effectivement toujours un suivi médical régulier et un suivi psychologique très régulier aussi, ce qui permet parfois, à certains moments du suivi psychomoteur, où finalement on est dans le présent, dans l'expérimentation, dans le présent, dans le cadre de la séance, on n'a pas forcément le temps toujours de verbaliser, de mettre des mots dessus. Et du coup, le soutien en psychothérapie est primordial, voire indispensable. Moi, c'est quelque chose que je demande, en tout cas, quand je reçois quelqu'un. Qu'il y a un suivi psychothérapique d'un ordre ou d'un autre, mais qu'il y a un espace pour verbaliser. C'est ça. Mais oui, parce qu'il se peut se passer des choses quand on est dans ce travail sur le corps, en lien avec le passé, mais pas que, en lien avec des expériences, éventuellement avec des traumas, tout à fait. Et que ça vient retoucher aussi, recontacter ça dans ces expériences-là. Alors forcément, la verbalisation, elle a lieu, il y a un espace, une disponibilité pour ça dans nos rencontres, mais parfois ce n'est pas suffisant. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je demande de façon systématique. Oui, mais oui. Je te remercie beaucoup, Clémence. Merci beaucoup à toi, Anne. De cet épisode. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière chose que nous n'aurions pas abordée, qui te semble importante, qu'on a oublié de dire? Bon, même si nous pourrions parler encore 1 heure ensemble, et nous n'y manquerons certainement pas à d'autres occasions, mais pas dans le cadre de cet épisode, en tout cas. J'aurais envie de dire que la psychomotricité, si on la découvre, on peut effectivement faire la démarche à l'âge adulte, mais aussi dans un âge adolescent. Et que c'est vraiment un espace qui peut s'adresser à tous les âges de la vie, donc aussi aux adolescents ou adolescentes qui en éprouveraient le besoin. Oui, complètement. Mais oui, j'allais dire, tu sais, c'est comme Tintin de 7 à 77 ans, mais là, c'est même de 0 à 100 ans. Enfin, tout à fait. Oui. Merci beaucoup, Clémence. Merci à très bientôt à toi dans d'autres cadres. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions en lien avec la psychomotricité, dans le cadre de la relation compliquée avec l'alimentation, à l'image corporelle, etc., n'hésitez pas à venir me les poser et puis je les transmettrai à Clémence pour que tu puisses éventuellement y répondre. Volontiers, oui. Je ne sais pas si tu serais OK d'ailleurs pour que les personnes te contactent directement si elles le souhaitent. Pourquoi pas? Par mail, par exemple, ou par téléphone. Oui, tout à fait. Du coup, nous mettrons là aussi dans les notes de l'épisode un moyen de te contacter. Le mail, je pense que c'est ce qui est le plus adapté. Et puis, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous si vous pensez que ça pourrait intéresser des personnes. Et puis, comme d'habitude,
gratitude, à laisser un avis si vous nous écoutez sur Apple Podcast, une note 5 étoiles, un commentaire sur le blog. Je suis vraiment toujours ravie, nous sommes ravis dans cette aventure du podcast de pouvoir avoir des retours de votre part et puis que vous puissiez soutenir cette expérience-là. À très bientôt dans un prochain épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir.